Depuis les annonces de Donald Trump mercredi dernier, c'est le krach en bourse. On a connu des chutes vertigineuses sur tous les plus gros indices boursiers du monde, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier et même en France. C'est la plus grosse baisse qu'on a depuis la pandémie de Covid-19 et tu dois peut-être t'interroger sur que faire si aujourd'hui tu es investi en bourse et est-ce que ça va continuer ou non? Alors j'enregistre cette vidéo vraiment sur le moment pour vous faire une vidéo vraiment d'actualité par rapport au marché. L'objectif, c'est pas de te dire quoi faire, si tu dois vendre, si tu dois acheter, mais vraiment de prendre la situation en gardant la tête froide, en te rappelant quelques bonnes pratiques de comment réagir en cas de crash, te poser les bonnes questions. Je vais te donner 7 questions, 7 bonnes questions à te poser pour savoir est-ce que tu es bien exposé aujourd'hui à la bourse, est-ce que on va dire tes investissements sont alignés avec ton profil. Et aussi, on va analyser un petit peu le contexte et la situation. Et en fin d'épisode, je vais te dire qu'est-ce que je fais moi à titre perso. Alors déjà, pour comprendre d'où vient ce krach boursier, enfin du moins cette correction, cette grosse correction, je sais pas si on peut encore parler de krach aujourd'hui, mais c'est dû, comme tu le sais certainement, aux droits de douane imposés par Donald Trump, chose qu'il a annoncé finalement depuis son élection. Et c'est assez marrant parce que quand il a été élu, les marchés boursiers, les cryptos, tout s'est enflammé, alors qu'il avait dit dans son programme qui mettrait en place des droits de douane. Donc je pense que tout le monde pensait qu'il bluffait, tout le monde pensait qu'il n'irait pas au bout de son idée. Et finalement, il a juste fait ce qu'il a promis en fait. Et quand il a fait ce qu'il a promis, en gros, les gens ils se sont rendus compte de l'impact que ça allait avoir. Et en fait, il a juste appliqué ce qu'il a promis. Alors après, est-ce qu'il bluffe encore? Est-ce qu'il peut revenir sur cette décision? Honnêtement, je n'en sais rien. Je suis pas du tout Donald Trump, je suis pas dans sa tête et je le connais pas. Donc je peux pas deviner ce qu'il va faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si les droits de douane sont bien appliqués, il y a un vrai impact sur l'économie. Je veux dire, le crash actuel, ce n'est pas juste du bruit. Faire attention à ça. C'est un vrai impact sur l'économie. C'est-à-dire que si demain, il y a vraiment 20% de droits de douane qui sont appliqués à tous les produits en provenance de l'Union européenne, c'est théoriquement 20% de marge en moins pour les entreprises. Alors, c'est pas exactement 20% de marge parce qu'il y a toute une histoire après d'impôts, de déductions et tout, mais c'est potentiellement ça, quoi. Donc, c'est potentiellement du profit en moins pour les boîtes européennes. En gros, ça remet en cause finalement toute la mondialisation et tout le libre-échange. Donc, en gros, ça fout une pagaille pas possible pour le commerce mondial et toutes les boîtes vont devoir se réorganiser. Donc, ce n'est pas un impact anodin. Si bien sûr, les droits de douane en question sont maintenus en l'état dans les années qui suivent. Voilà, c'est pas anodin. Donc le crash qu'il y a actuellement, c'est vraiment une anticipation de ce que pourrait vraiment se produire pour les entreprises. Après, il y a la question à se poser de est-ce que Trump il bluffe? Est-ce que ça peut remonter vite? Alors honnêtement, je n'en sais rien s'il bluffe. Vraiment, comme je dis, je ne le connais pas, donc j'en sais rien. Par contre, si il est amené à revoir sa position, à diminuer potentiellement les droits de douane ou tout simplement les annuler, là je pense que les marchés financiers il pourrait faire un rebond historique, mais pour le coup, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que voilà, comme toujours, les marchés financiers anticipent un maximum, toujours en fonction de l'info publique, ils price dès que possible, dès qu'ils ont l'info, ils price tout dans les cours. Donc si jamais il y a un retournement de veste de Trump sur le sujet, je pense que il y aura un énorme rebond de la bourse, mais encore une fois, je n'en sais rien si ça va arriver. Un dernier mot aussi sur le contexte que je trouve assez amusant, c'est la corrélation finalement qu'il y a avec les cryptos. Parce que on parle souvent des cryptos et notamment du Bitcoin comme un actif refuge, décorrélé, tout ça. On se rend compte finalement que ce n'est plus vraiment le cas, que les cryptos en fait, moi j'ai l'impression que c'est un ETF Nasdaq en levier x2, donc en gros les amplitudes des montées et des descentes sont comme le Nasdaq mais en x2, et c'est assez marrant parce qu'on se rend compte de ça déjà depuis quelques années et on l'a encore prouvé avec, ça a été encore prouvé avec cette baisse forte qui du coup a été majorée sur les cryptos, le Bitcoin et encore plus sur les altcoins, alors que finalement on peut se dire que le Bitcoin n'a un peu rien à voir avec ses droits de douane. Le Bitcoin, c'est une monnaie d'échange décentralisée qui ne dépend d'aucune institution, qui n'est pas une entreprise. Donc, on peut se dire pourquoi finalement le Bitcoin dévisse autant alors que les fondamentaux restent les mêmes. Je pense que la raison pour laquelle ça a dévissé, c'est par rapport au fait que peut-être que les gens ont moins confiance en ce que Trump a promis sur le Bitcoin. Mais c'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec une très forte baisse des cryptos, alors que ça n'a rien à voir finalement avec le monde des entreprises et de la bourse et des exportations, des importations et des droits de douane. Donc je trouve ça assez amusant qu'il y ait toujours cette corrélation très très forte entre le marché action et le marché crypto, avec des amplitudes bien plus grandes, avec une volatilité encore bien plus grande sur les cryptos que sur le marché action. Et aussi, un autre truc aussi qui me fait un peu sourire et que je voulais parler, c'est le fait que finalement, tout le monde essaye de prévoir des crises. Il y a
ce qu'on appelle les permabères ou les pessimistes qui annoncent des crises depuis 1000 ans, enfin, qui disent que ça va être le drame tous les jours. Et ça me fait sourire parce que moi, je suis plutôt un optimiste et je pense que la bourse va monter sur le très long terme, malgré la volatilité. Et toutes les personnes qui prédisent des crises, bah, il y a personne qui avait prédit celle-là en fait. Et ça me fait toujours marrer parce que on se rend compte que toutes les crises sont différentes. Et quel que soit ce qu'on ait connu, on a connu voilà la pandémie, la crise des subprimes, la bulle internet, les chocs pétroliers, bref, toutes les crises qu'on a eues dans le passé. Et en fait, toute nouvelle crise a toujours une source différente. Cette fois-ci, c'est vraiment dû à un seul homme qui a du coup a fait un choix politique et qui a impacté du coup, enfin qui a provoqué cette grosse correction ou ce crack. Et et ça me fait sourire parce que finalement, on a beau toujours dire ça va être la crise, il va se passer ci ou ça. Oui, il y a des crises, il y a toujours des crises et il y en aura toujours. Mais celle-là, il n'y a personne qui l'ait prévu. Donc, encore une fois, prédire la crise et savoir quand elle va arriver, ça relève vraiment de l'impossible en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura. Il y en a eu en ce moment, il y en aura encore d'autres. Mais savoir de quelle nature elle sera, c'est vraiment, voilà, pour moi, un petit peu du bullshit, quoi. C'est de la prédiction impossible. Ok, maintenant, je voulais te montrer rapidement un peu l'évolution quand même du S&P 500, qui est le benchmark principal de la bourse US. Si on regarde sur un mois, du coup, là, on en est à moins 10%. Si on regarde depuis le début de l'année, on est à bientôt moins 14%. Et sur un an, on est à moins 3%. Donc, il faut aussi penser à dézoomer. Pourquoi je te montre ce graphe? C'est pour dézoomer que oui, on a perdu 13% depuis le début de l'année. C'est beaucoup en 3 mois et demi. Par contre, sur un an, on est à moins 3%. Attention, bien sûr, ça peut descendre encore beaucoup plus bas, beaucoup plus fort, bien sûr. Mais il faut aussi penser que voilà, si on dézoome encore sur 5 ans, on est quand même encore à plus 80%. Donc on est quand même sur des perfs à presque 10-15% par an, malgré le crash actuel. Donc pensez toujours aussi à dézoomer et à vous dire que ce qui se passe actuellement, certes, c'est une grosse correction, c'est pas tous les jours, on a un moins 15% en 3 mois et un moins 10 en un mois, mais pensez à dézoomer et quand on pense long terme, finalement, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la volatilité, ça fait partie des baisses ponctuelles qu'ils peuvent avoir. Même si encore une fois, ça peut baisser plus bas, on ne sait pas jusqu'où ça va baisser, ça peut aussi remonter très vite. Personne n'en sait rien. Du coup, maintenant, j'aimerais te donner un petit peu cette bonne pratique. Alors, je vais pas dire que c'est des conseils. Alors, j'ai envie de faire le petit disclaimer. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne connais ni ta situation, ni ton horizon de temps, ni ton profil de risque. Et je ne sais pas jusqu'où ça va baisser. Je ne sais pas si ça va remonter. Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, l'idée, c'est de te donner cette bonne pratique, pas vraiment des conseils, pour garder la tête froide en cette période un peu trouble et pour prendre un peu de recul sur ce qui se passe. La première, c'est de penser long terme. Je le dis, je le répète toujours, mais pensez toujours long terme parce que on vient de voir sur le graphe précédemment, oui, sur le court terme, il y a des baisses, il y a de la volatilité, mais sur le long terme, la bourse a été structurellement haussière. Du moins sur les indices larges, ça a été structurellement haussier. Donc, j'ai envie de dire, si tu es quelqu'un d'optimiste et que tu crois que les bénéfices arriveront toujours à faire du bénéfice, j'ai envie de dire, sur le très long terme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je te remonte ce petit graphe que j'aime bien, qui est l'historique du MSCI World, qui te montre, en fait, depuis 1971, les différentes périodes de détention, à partir de quand tu n'aurais pas pu perdre de l'argent. Il explique, donc bien sûr, le résultat moyen sur toute la période, c'est de 9% annuel, mais on voit, tu vois, les barres grises qui est en dessous, c'est les années où tu étais en perte. Et ici, le pourcentage de chances que tu sois en perte en fonction du nombre d'années de détention du MSCI World. Et on voit qu'à partir de la 13e année, quel que soit le moment où tu investis sur le MSCI World, même si tu es à la veille du plus gros crash, comme les subprimes en 2008 ou comme la bulle Internet en 2000, au bout de 14 ans, tu étais sûr d'être en gain. Donc ça prouve que l'investissement long terme, quelles que soient les conditions de marché, te permet d'optimiser tes chances d'être en gain. Et voilà, dans la majeure partie des cas, tu vois que tu es toujours au-dessus de 70% de chances d'être en gain quand tu investis en bourse, mais plus tu un horizon de temps long terme, plus le risque diminue. La deuxième bonne pratique à garder en tête, c'est de connaître ton aversion au risque. Je vais en parler juste après sur le que faire, mais connaître quelle est ton aversion au risque aujourd'hui, à quel point tu es capable de subir la volatilité de ton portefeuille, à quel point tu es capable de supporter ce qu'on appelle un drawdown, donc une chute des marchés, à quel point tu peux résister à ça. Et ça, si tu ne le connais pas, je t'invite, c'est le moment de se poser les questions. Est-ce que tu es capable de résister émotionnellement à ça? Et aussi, et c'est lié à l'allocation d'actifs, est-ce que tu as ta part en bourse dans ton patrimoine n'est pas
trop importante. Si tu as peur et que tu as réagi mal, peut-être que si tu as loué une grande part à la partie action ou peut-être même crypto à ton patrimoine, et c'est que peut-être en fait tu as surestimé finalement ta capacité à encaisser des moins-values latentes, donc c'est peut-être aussi le moment de te poser les bonnes questions. Ensuite, la troisième bonne pratique à garder en tête, c'est que des crises, il y en a et il y en aura toujours. C'est le principe même de la bourse, il y a de la volatilité, il peut y avoir des marchés baissiers même pendant longtemps, il peut y avoir des flash crash, il peut y avoir tout un tas de trucs, mais la volatilité c'est normal en bourse. En crypto encore plus, mais ça fait partie du jeu. Ça fait vraiment partie du jeu, c'est liquide la bourse, c'est un désavantage, mais la contrepartie c'est que si tu investis sur le court terme et que tu penses gagner de l'argent sûr et certain pendant 3 ans, bah non, en fait tu peux en perdre. Donc ça fait partie du jeu, la volatilité, des crises il y en aura toujours. Donc voilà, garde bien en tête que ça fait partie du jeu et désolé pour ceux qui viennent de rentrer en bourse et qui pensaient que la bourse montait en ligne droite tout le temps. Non, aujourd'hui, ça nous prouve que ce n'est pas du tout vrai et qu'il y a de la volatilité en bourse. La quatrième bonne pratique à garder en tête, c'est de ne jamais investir l'épargne dont on peut avoir besoin pour des projets court terme, comme un apport pour un bien immobilier, comme un mariage, comme un voyage. C'est vraiment la pire des choses à faire parce que si aujourd'hui tu as besoin de cet argent-là, tu risques de vendre au pire moment, tu risques d'acter des moins-values et si ça remonte dans un futur plus ou moins proche, tu t'en mordras les doigts. Donc toujours investir pour le long terme et d'investir l'argent dont tu n'as pas besoin dans les 5, 10, 15 prochaines années. Ensuite, la cinquième bonne pratique, c'est de rester calme parce que les émotions sont le pire ennemi des investisseurs. C'est dans ces périodes-là où on voit que les émotions ont tendance à prendre le dessus, à vouloir vendre pour sauver les meubles, vouloir vite acheter pour acheter le dip. Donc vraiment, restez calme, essayez de garder la tête froide, prendre du recul par rapport à la situation, ce qui est un petit peu le but de cette vidéo d'ailleurs. Donc voilà, cinquième bonne pratique, rester calme et faire attention à ses émotions. La sixième chose aussi à penser, alors là c'est vraiment une statistique et c'est une étude et je ne te dis pas que ça va arriver, mais c'est que les meilleurs jours en bourse sont souvent suivis des pires jours en bourse. Parce que très souvent, quand on a des gros crashs comme on a connu lundi ou même dans la semaine dernière, c'est suivi souvent d'un rebond technique ou même d'un rebond beaucoup plus fort. Et le fait finalement de sortir du marché nous fait prendre le risque de rater peut-être les meilleurs jours en bourse. Donc encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas sur un rebond, je ne sais pas si on aura des très fortes hausses prochainement, mais ça à garder en tête que 60 à 70% des meilleurs jours en bourse sont souvent suivis des pires jours en bourse. Donc c'est aussi une stat à garder en tête si jamais tu investis sur le long terme et que bien sûr tu es à l'aise avec la volatilité et que ton allocation en bourse est cohérente bien sûr avec ton profil de risque. Et la septième bonne pratique à garder en tête, c'est que finalement le DCA, le Dollar Cost Average, est finalement ton meilleur ami pendant un crack comme celui-ci. Parce que si tu n'as pas mis tout en une fois comme le lump sum investing, du coup tu as encore du cash, tu as encore de la liquidité pour pouvoir acheter les baisses, pour pouvoir lisser ton point d'entrée, garder ton calme et te dire ok, je baisse mon PRU, je baisse mon prix d'achat, mon prix de revient unitaire, et ce qui te permet finalement, encore une fois, si tu investis sur le long terme, de profiter des baisses de marché pour racheter plus bas. Donc ensuite, maintenant, on va se poser la question de que faire en ce moment. La première chose, je pense que tu peux faire pour vraiment faire un point sur ta situation, c'est de revoir ton allocation d'actifs. Parce que c'est selon moi la première règle d'or, c'est de vérifier que finalement ton allocation d'actifs de ton patrimoine est bien cohérente avec ton profil de risque. Encore une fois, si tu paniques, si tu n'es pas à l'aise avec la baisse actuelle, c'est peut-être que ta poche bourse ou que ta poche crypto est trop prépondérante dans ton patrimoine. Donc, tu n'es pas capable de supporter cette baisse. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de faire un point sur ton patrimoine. Si tu n'as pas d'outil pour le faire, je vais te présenter le mien. Donc, tu vois cet outil d'allocation patrimoniale qui est en téléchargement gratuit sous cette vidéo, sous l'épisode de podcast, que je présente souvent d'ailleurs dans les analyses de patrimoine, te permet en fait, en faisant ton allocation par enveloppe, comme tu le vois ici, en gros, tu mets tout ce que tu as sur l'épargne précaution, ce que tu as sur les fonds euros, en obligations, en actions, en IMO, en exotique, et ça te met automatiquement quelle est ton allocation d'actifs globale. Et tu vas voir tout de suite en fait si ta poche bourse, en fait, si elle représente, 60% de ton patrimoine et qu'aujourd'hui, ça ne te correspond pas, c'est peut-être le moment de te poser les bonnes questions. Peut-être que tu as mal fait ton allocation et c'est à ce moment-là peut-être que tu peux revoir ton allocation globale cible, comme je l'ai mis ici, pour voir comment tu devrais la rééquilibrer en fonction des pourcentages avec lesquels tu es plus à l'aise. Donc, je ne vais pas te présenter l'outil en entier parce que tu peux bien sûr le faire par classe d'actifs ici, en IMO, bourse, exotique, tout ça. Tu peux aussi même faire ton budget avec ce
avec ce tableau. Je t'invite à le télécharger en description si tu ne l'as pas encore, même si en parallèle, je travaille avec un dev en ce moment sur un outil beaucoup plus chiadé. D'ailleurs, je t'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps, mais bref. Voilà, si tu veux revoir ton allocation patrimoniale, je t'invite vraiment à aller télécharger cet outil et refaire le point sur ton allocation patrimoniale ou même sur ton allocation en bourse actuelle entre les ETF, le stock picking et voir si ça correspond toujours à ta stratégie et à ton profil de risque. Ensuite, peut-être tu dois te poser la question de est-ce qu'il faut acheter la baisse? Parce que si tu es un peu aguerri sur les marchés financiers, tu as peut-être constaté que c'est souvent lors de fortes baisses que c'est là aussi qu'il y a les meilleurs points d'entrée. Alors, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je te dis pas qu'il faut acheter tout de suite, attendre, mettre tapis, machin. Ce serait prendre beaucoup trop de risques de te dire ça, je n'en sais rien. Déjà, je connais évidemment pas ton profil de risque, ni ton allocation et ton horizon de temps. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si aujourd'hui tu attendais avant d'investir en bourse parce que tu pensais que les marchés étaient trop hauts, le point d'entrée est forcément meilleur aujourd'hui qu'il y a un mois. Parce que sur des boîtes, on va dire, de qualité équivalente, ou même sur des indices larges, finalement, aujourd'hui, on a pris moins 15% à peu près. Donc, mieux vaut acheter quand ça a fait moins 15 que avant que ça ait fait moins 15. Après, est-ce que ça va encore faire moins 20? C'est possible, c'est une probabilité, et ça, évidemment, je ne peux pas le savoir. Mais forcément, le point d'entrée aujourd'hui est moins cher, enfin, c'est moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois. Mais encore une fois, voilà, à toi de voir en fonction de ton allocation d'actifs, ton horizon de temps et compagnie. J'en profite pour te montrer le graphe du VIX. Le VIX, c'est on appelle ça l'indice de la peur, l'indice de la volatilité. En gros, ça mesure la volatilité des marchés. Et voilà, forcément, là, il a augmenté de 92% en 5 jours parce que justement, voilà, quand les marchés ont peur, l'indice VIX explose. Et si on regarde un petit peu l'historique, on voit là que depuis un an, on est au plus haut depuis un an. Et quand on dézoome encore sur 5 ans, même on est encore au plus haut depuis 5 ans. Et la dernière fois qu'on a eu un pic aussi haut, c'était pendant le Covid. Et on constate aussi, encore une fois, que quand l'indice VIX fait un pic, c'est souvent quand les marchés ont peur et quand il y a un crash. Et c'est souvent aussi là qu'on a les meilleurs points d'entrée. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de te dire le VIX est à son max, donc il faut acheter, mais juste constater historiquement, en 2008, quand on a eu la crise des subprimes, le VIX a explosé, pendant le Covid aussi, pendant la guerre en Ukraine, on voit aussi qu'il a remonté. Et là, on voit qu'il est en train de faire un beau pic. Donc, ça peut être aussi un signe de te dire que voilà, on est sur une peur vraiment globale des marchés. Et moi, j'aime bien penser à la citation de Warren Buffett qui dit c'est quand les autres ont peur qu'il faut acheter et c'est quand les autres sont euphoriques qu'il faut vendre. Même si je suis pas pro du timing de marché, mais là, je pense qu'en ce moment, on est vraiment sur une phase de marché où tout le monde a peur. Encore une fois, ça peut encore monter, enfin le VIX peut encore beaucoup monter et les marchés peuvent encore beaucoup baisser. Donc, je n'ai aucune idée si on a touché le point bas et surtout si le marché va continuer à être baissé pendant de nombreuses années, ce qui est clairement une possibilité. Mais voilà, je voulais juste te montrer ce petit indicateur qui prouve qu'on est vraiment dans une phase de peur actuellement. Et ensuite, pour savoir s'il faut acheter la baisse, j'ai envie de dire ça va aussi dépendre de ta stratégie. Si aujourd'hui tu fais du stock picking, ça peut être bien sûr une bonne stratégie d'acheter des baisses de boîtes de qualité, mais ça peut être aussi très risqué parce que on ne sait pas du tout ce qui va advenir demain avec ces droits de douane, on ne sait pas trop quelles entreprises vont être les plus touchées. Aujourd'hui, peut-être qu'une super boîte de qualité peut-être plus touchée qu'une autre parce qu'elle sera plus impactée par la mise en place des droits de douane. Donc, ça me paraît plus risqué de racheter la baisse sur des actions en direct parce qu'on a toujours ce risque-là de moyenner à la baisse, même si bien sûr, ça peut être une stratégie et ça peut très bien marcher, mais très risqué. Par contre, sur des ETF larges et diversifiés, ça me paraît moins risqué de racheter la baisse. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut le faire, mais forcément, si tu achètes on va dire un indice large pendant une baisse, tu limites ton risque parce que tu es ultra diversifié et puis il y aura cette fonction auto-nettoyante qui fait que même s'il y a des boîtes qui sont plus ou moins touchées par ces droits de douane, elles seront automatiquement enlevées de l'indice pour les remplacer par les boîtes éventuellement les moins touchées et qui performeront le plus à l'avenir. Donc moi, à titre perso, et je te parle vraiment pour ma part, je ne te dis pas de faire pareil, je renforce en ce moment, moi, mes ETF larges parce que c'est mon profil de risque. Je préfère faire ça plutôt que d'aller sur du stock picking qui me paraît plus risqué. Mais j'ai pas renforcé mes positions en stock picking, même si forcément elles sont en chute libre comme vous tous, je pense. Et un dernier point que je voulais préciser aussi, c'est j'avais fait une vidéo sur les 7 règles d'or à respecter en bourse il y a quelques temps. Et la dernière règle, j'avais dit qu'elle faisait débat et qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas d'accord avec moi. Et je suis content de la ressortir aujourd'hui parce que cette fameuse règle, c'était de toujours garder 10 à 15% de liquidité sur son portefeuille boursier, donc PEA ou compte titre. Et il y en a plein qui disent non, il faut toujours être investi à 100% parce que on profite de la hausse long terme des marchés. Mais moi, j'ai toujours gardé cette poche de liquidité justement pour les moments comme ça. Parce que si
Quand ça crache, bah, du coup, si tu n'as pas de liquidité, soit tu es obligé de vendre des positions en perte pour acheter, soit bah, tu es obligé d'injecter de nouvelles liquidités. Et bah, aujourd'hui, moi, je suis très très content d'avoir eu ces 10-15% de liquidité parce que bah, j'ai pu m'en servir pour renforcer ces positions. C'est une pratique, en tout cas, voilà, que moi j'aime bien appliquer à moi-même et que du coup, qui aujourd'hui, j'en suis plutôt content par rapport à la situation actuelle. Mais voilà, je sais que pas tout le monde n'est d'accord avec moi là-dessus. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette stratégie. Bon, voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. Donc, je te rassure, mon portefeuille aussi à moi est dans le rouge vif et je suis même quasi en perte sur le global. C'est la première fois que ça arrivera depuis le Covid. Mais moi, à titre perso, je m'en fous. Je suis investi sur le long terme. J'ai une aversion au risque qui me permet de supporter ces baisses-là. Et surtout, j'ai une allocation d'actifs cohérente avec mon profil de risque. En plus de ça, bien évidemment, je n'ai pas que des actions de mon portefeuille. J'ai de l'immobilier, j'ai de l'or et en plus, avec l'or en ce moment qui a explosé, moi, ça me permet d'avoir gagné beaucoup d'argent avec l'or, ce qui compense finalement les pertes des actions. Donc moi, mon portefeuille, il a quasiment pas bougé en réalité. Donc je suis plutôt serein. Si d'ailleurs t'es intéressé pour investir dans l'or, j'ai finalisé ma formation sur l'or qui s'appelle Inaltérable, qui sort la semaine prochaine. Voilà, si tu veux être prévenu, il y aura une promo pendant la semaine de lancement uniquement la semaine prochaine, donc uniquement pour mes abonnés mail. Donc je t'invite à t'inscrire dans ma liste email si ce n'est pas encore fait pour voir de quoi je vais parler. Je vais commencer à teaser ça cette semaine-là et je sortirai ça avec une très grosse promo la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo d'actualité t'a plu, a pu te permettre un petit peu de dézoomer, de prendre un peu, voilà, de relativiser un petit peu sur la situation. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va venir demain. L'idée, c'était vraiment juste de te donner un petit peu, te rappeler un peu les bonnes pratiques de l'investissement en bourse, vérifier, peut-être faire tes devoirs sur la location, voir si comment tu te sens avec la poche bourse que tu as actuellement, si elle est cohérente avec ton profil de risque et prendre les bonnes décisions. Je t'invite aussi à récupérer mon tableau en description si tu veux faire ce travail-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.